reprend. On a pris un peu plus de 5 minutes, معليش. Donc maintenant, c'est les tests de dépistage en transfusion sanguine. Vous allez voir, il va y avoir on fait des petites répétitions, même quand on va faire la syphilis. Mais comme on dit, alors, quels sont les tests de dépistage? Mais en fait, moi j'allais dire, on va parler du diagnostic en général et du dépistage en transfusion sanguine en particulier. Alors, vous le savez que le sang des donneurs est obligatoirement soumis à des analyses biologiques obligatoires, parmi lesquelles figurent les tests de dépistage des principales maladies infectieuses transmissibles par le sang. Donc, principales maladies infectieuses transmissibles par le sang, ce sont le dépistage obligatoire qui est appliqué dans le monde entier. Alors, ces tests permettent d'écarter du don un sang provenant d'un donneur contaminé. C'est ça l'objectif. Alors, les tests de dépistage des infections qui sont susceptibles d'être transmises par le sang sont basés sur la recherche des marqueurs suivants, vous le savez. L'antigène et ou l'anticorps spécifique de l'agent pathogène. Donc, quand je dis l'antigène, par exemple, l'hépatite B, c'est l'antigène HBS et peut-être l'anticorps anti-HBC. Le VIH, l'antigène P24 et l'anticorps anti-HIV, surtout en transfusion sanguine. Donc, la détection de cet antigène ou de l'anticorps et de l'anticorps se fait par des réactions sérologiques qui mettent en évidence les complexes humains antigènes-anticorps. On peut également, dans le cadre du contrôle biologique du sang, rechercher l'acide nucléique de cet agent pathogène. Et là, donc, on met en évidence directement l'agent pathogène par la recherche de son génome. Ce n'est qu'une répétition. Donc, quels sont les agents pathogènes qui rentrent dans le cadre du dépistage obligatoire pour lesquels on va utiliser donc des tests de dépistage? C'est l'antigène HBS et anticorps anti-HBC pour l'hépatite B. C'est l'antigène et ou l'anticorps anti-VIH, les anticorps anti-CMV pour le don de greffe, les anticorps anti-Treponema pallidum et les anticorps anti-HCV. Quels sont les tests de dépistage qui peuvent être utilisés dans le cadre justement du contrôle du don de sang? On va lister les tests, mais on va dire, on l'a déjà dit, mais on va dire aussi, on va répéter quels sont les tests qui peuvent être utilisés et celles qui ne peuvent pas être utilisés. Alors, on peut utiliser les tests immunoenzymatiques ou les tests de type EIA en général. EIA veut dire enzyme immunoassay. Alors, ces tests EIA sont constitués par les tests ELISA, Enzyme Linked Immunosorbent Assay, qui sont le plus utilisés. Mais en transfusion sanguine, les tests de chimiluminescence ou les tests EIA qui sont basés sur la chimiluminescence ou bien l'électrochimiluminescence sont également des tests qui sont très utilisés, surtout dans des centres de transfusion, des établissements de transfusion sanguine qui ont une cadence de travail importante. Nous avons, ou j'ai cité exprès les tests d'agglutination, j'en ai parlé tout à l'heure quand on a fait le cours sur le VIH, et les tests rapides pour dire qu'ils existent, mais qui ne sont pas utilisés en transfusion sanguine parce qu'ils manquent de sensibilité, sauf pour la syphilis où on utilise un test d'hémagglutination passive. Nous allons le voir maintenant et on va le voir également cet après-midi. Alors, les tests EIA, tests immunoenzymatiques, ELISA et tests de chimie luminescente. Alors, l'ELISA, c'est une méthode devenue simple et rapide. Seulement, elle nécessite un appareillage spécifique qui est la chaîne ELISA. On disait ça tout à fait au début, par exemple, pour l'infection VIH ou là, les autres infections, on disait néanmoins, ça nécessite un appareil spécifique. Mais il faut dire qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas un laboratoire qui n'a pas une chaîne ELISA. Donc, c'est devenu beaucoup moins cher que par rapport au départ, quand les tests ELISA ont commencé. Et donc, c'est disponible, on peut faire l'ELISA sans aucun problème. Et c'est devenu une technique simple, une méthode simple et rapide, puisque les résultats, on peut les avoir au bout d'1h30 à 2 heures. Alors, les tests ELISA sont nombreux.
ils sont tous basés sur l'utilisation d'une phase solide. C'est des billes ou des puits de microplaques. Vous travaillez tous avec l'ELISA sur des microplaques sur laquelle sont fixés des antigènes. J'ai donné l'exemple du VIH, mais ça peut être des antigènes du virus de l'hépatite C ou du CMV. Ça veut dire que nous avons une phase solide qui est cotée ou qui est sensibilisée par des antigènes de l'agent pour lequel on va rechercher l'anticorps. Dans le cas contraire, si on recherche de l'antigène, c'est les anticorps qui sont fixés au niveau de la microplaque et après on recherche les antigènes dans le sérum du donneur. Donc la mise en évidence du complexe humain antigène-anticorps va se faire par l'intermédiaire d'un conjugué marqué par une enzyme. Pourquoi je dis ça? Parce que bon, l'ELISA, donc c'est antigène-anticorps. L'antigène-anticorps n'est pas visible. Donc, il faut utiliser un subterfuge ou quelque chose pour visualiser cet humain complexe. Et c'est pour ça donc on utilise le conjugué qui va nous permettre de visualiser la réaction antigène-anticorps. Mais l'utilisation du conjugué n'est pas suffisante parce que qui dit conjugué dit quelque chose marqué par l'enzyme. Il faudrait donner un substrat à l'enzyme. Et c'est pour ça qu'on dit que la révélation se fait par l'addition d'un substrat spécifique de l'enzyme qui va permettre d'avoir une réaction colorimétrique. Et là, cette réaction colorimétrique, elle est proportionnelle à la quantité d'anticorps ou d'antigènes qui s'est fixée sur la microplaque. À partir du moment où il y a une réaction colorimétrique, donc il faudrait qu'il y ait une densité optique pour mesurer justement la quantité d'anticorps fixés. Et donc pour cela, la lecture va se faire à l'aide d'un lecteur ELISA. C'est tout simplement un spectrophotomètre et cette lecture se fait à une longueur d'onde bien déterminée. La longueur d'onde, généralement, c'est en fonction de l'enzyme utilisée. Est-ce que c'est la phosphatase alcaline ou est-ce que c'est la peroxydase? Alors, dans les tests ELISA, on peut les classer en générations. J'ai vu tout à l'heure, il y en a qui ont posé des questions sur les générations. Les tests, donc on les classe des tests de première génération, vous allez voir, jusqu'aux tests de 5e génération. Les tests de première génération, de seconde et de 3e génération, elles ont été appliquées aux tests ELISA par rapport aux améliorations successives des antigènes utilisés. Je m'explique. Les tests de première génération utilisent des antigènes viraux purifiés de culture de lymphocytes, par exemple pour le VIH, et qui ont été progressivement améliorés puis céder la place aux réactions de 2e et 3e génération. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que les tests de première génération, c'est le virus complet qu'on va utiliser. On va purifier, donc les antigènes viraux seront purifiés à partir de cultures cellulaires et on va les utiliser. Alors, les tests de première génération ne sont pas très sensibles et manquent de spécificité parce qu'on n'utilise pas un antigène spécifique, mais on utilise le virus en général et donc le virus, il est constitué de beaucoup d'antigènes. Et donc, les tests de première génération ont été retirés du marché pour donner la place aux tests de 2e génération. La différence par rapport aux premières générations, c'est que dans ce cas, on utilise des antigènes de synthèse, des antigènes recombinants ou bien des antigènes, des oligopeptides de synthèse chimique. Donc là, on a amélioré notre test ELISA, on est passé de la première génération à la 2e génération en utilisant tout simplement des antigènes de synthèse spécifiques. Par exemple, pour le VIH, on va utiliser, par exemple, l'antigène P24, l'antigène de la GP 120, l'antigène de la GP 41. Donc, on sait ce qu'on a utilisé au niveau de notre microplaque. Ce n'est pas le virus complet, mais uniquement des antigènes qui sont, pardon, c'est la bavette, donc uniquement des antigènes ou des protéines dont on a besoin pour la recherche des anticorps. Ensuite, donc, les tests de 2e génération, c'était pas suffisant parce qu'il manquait de sensibilité, il manquait également de spécificité. Donc,
on a remplacé les tests de deuxième génération par des tests de troisième génération, qui sont également des tests ELISA constitués ou composés d'antigènes recombinants et d'antigènes de synthèse, marqués par une enzyme. Mais la chose supplémentaire, c'est pourquoi on les appelle, ces tests de troisième génération, on les appelle également les tests sandwich. Pourquoi? Parce que tout simplement, le conjugué est un antigène de même nature que l'antigène au niveau de la microplaque. Ça veut dire que là, on recherche les anticorps et ces anticorps sont entre deux antigènes. L'antigène de la microplaque et l'antigène qu'on a utilisé comme conjugué marqué à l'enzyme. Donc ça, c'est les tests de troisième génération qu'on peut appeler également les tests sandwich. Et donc, au niveau de cette slide, on voit que première génération, c'est le virus complet, vous le voyez à gauche, qui a été purifié et utilisé. Donc, on a vu que la sensibilité et la spécificité n'étaient pas bonnes. On est passé aux deuxième, troisième génération pour lesquelles on a utilisé des protéines recombinantes, des protéines, des glycoprotéines purifiées, des peptides de synthèse. Mais pour troisième génération, on a utilisé un conjugué qui est également, qui est plutôt un antigène par rapport aux autres conjugués de la deuxième génération. Alors, j'aime bien cette image, je l'aime beaucoup. Je l'ai trouvée donc sur un document, je l'utilise à chaque fois, qui montre l'évolution des tests ELISA pour l'infection VIH, en passant de la première génération jusqu'à la cinquième génération, parce qu'aux États, ça c'est une slide que j'ai prise d'un document américain, parce qu'aux États-Unis, c'est les seuls qui ont le test de cinquième génération. Et donc, vous voyez que les tests de première génération ont été utilisés en 1985, donc dès qu'on a découvert le VIH, et ils avaient une sensibilité de 99% avec une spécificité comprise entre 95 et 98%. Et que la fenêtre sérologique, elle était de 8 à 10 semaines. Les tests de deuxième génération qui sont apparus en 87, la spécificité, elle a été améliorée parce qu'on a utilisé des tests des antigènes recombinants et des antigènes synthétiques. Donc, la spécificité, elle a augmenté, elle est supérieure à 99% et la sensibilité est supérieure à 99,5%. La fenêtre sérologique a été réduite à 4 à 6 semaines. Ensuite, sont arrivés les tests de génération 1991 qui utilisent également les peptides synthétiques et les protéines recombinantes, mais qui utilisent comme conjugué un antigène marqué par une enzyme. Et là, la spécificité, elle est supérieure à 99,5%, supérieure à 99,5%, donc il y a une amélioration, mais il y a également donc la sensibilité qui est de 99,5%. Et la réduction de la fenêtre sérologique pour les tests de troisième génération, elle est de 2 à 3 semaines. Généralement, troisième génération, on met en évidence les anticorps à partir de la troisième génération. Les tests de quatrième génération, on va les voir juste après, et c'est les tests donc combinés qui combinent l'antigène, la recherche de l'antigène et de l'anticorps. Et là, on voit que la sensibilité, elle est beaucoup plus élevée. Elle est de 99,8% avec une spécificité de 99,5%. Et les quatrièmes générations, donc, ils permettent de mettre en évidence les anticorps de type IgG, IgM, anti-VIH1, VIH2 et groupe O, mais aussi l'antigène P24 en une seule réaction. Alors, les tests de cinquième génération qui existent aux États-Unis depuis 2015, donc ils ont une sensibilité de 100%, une spécificité de 99,5%. Alors, la différence, c'est qu'ils permettent de mettre en évidence les IgG et les IgM, anti-VIH1, VIH2 et groupe O, comme pour les quatrième génération et troisième génération. Ils permettent de faire la différence, plutôt de mettre en évidence l'antigène et les anticorps anti-HIV1 et anti-HIV2.
et ils permettent de faire la différence entre l'HIV1 et l'HIV2. C'est-à-dire qu'ils nous disent est-ce que ce sont des anticorps anti-HIV1 ou est-ce que c'est des anticorps anti-HIV2. Alors que pour les autres générations, on sait qu'il y a des anticorps. Est-ce que ce sont des anti-HIV1 ou des anti-HIV2? On ne sait pas. Voilà donc cette image, ce qu'elle montre, l'évolution des différents tests ELISA de la première à la 5e génération. Alors, on a dit donc les tests ELISA possèdent 2 principes. Il y en avait 3, même l'ELISA compétition, mais qui n'est plus utilisé. Donc, on a les ELISA indirects et les ELISA de type sandwich. Les ELISA indirects, c'est tout simplement, on met en évidence le compleximent antigène-anticorps indirectement par l'utilisation d'une anti-immunoglobuline humaine marquée par l'enzyme. C'est-à-dire qu'on a l'antigène dans la plaque, on a l'anticorps au niveau du sérum pour mettre en évidence ce compleximent antigène-anticorps, on va utiliser une anti-immunoglobuline humaine marquée par l'enzyme. C'est-à-dire comme si l'anticorps devient antigène et on utilise un anti-anticorps marqué par l'enzyme. Donc, c'est ça, l'ELISA indirecte. Et donc, la densité optique est proportionnelle à la quantité d'anticorps qui ont été pris dans la réaction immunitaire. L'ELISA sandwich, donc je viens de vous l'expliquer, je vous ai dit que c'est un test qui utilise le conjugué, qui utilise l'antigène comme conjugué. Donc on a l'antigène au niveau de la plaque, on a les anticorps dans le sérum et le conjugué, c'est un antigène anti-anticorps marqué par l'enzyme. La révélation, elle se fait aussi par le conjugué, c'est un antigène marqué et non pas une antiglobuline. Et donc, ce test possède une excellente sensibilité. Il réduit la fenêtre pré-sérologique à 2 à 3 semaines. Il possède également une bonne spécificité. Alors, les tests ELISA, alors je dis qu'ils sont soit monospécifiques, donc ils dépistent les anticorps anti-VIH1 ou les anticorps anti-VIH2. Ces tests étaient très courants au début de l'infection VIH. Ça, je parle du VIH. C'est pour le VIH, la monospécificité ou mixte. Et ensuite, ils ont été remplacés par les tests mixtes. Mixtes, c'est-à-dire qu'ils dépistent les anticorps anti-VIH1 et les anticorps anti-VIH2. Et si je me rappelle bien, en 90, je crois, l'OMS a rendu obligatoire la recherche des anticorps anti-VIH1 et des anticorps anti-VIH2. Et donc, les laboratoires, au jour d'aujourd'hui, utilisent des tests ELISA dits mixtes qui détectent les principaux anticorps dirigés contre les protéines, donc des agents infectieux en général qui sont impliqués dans la réponse immunitaire. Alors, l'interprétation des tests ELISA, moi je commence par la dernière phrase, c'est qu'il faut respecter strictement les recommandations des fournisseurs. Ceci dit, l'interprétation se fait toujours après validation du test, pas pour les témoins positifs et témoins négatifs, ils ont des valeurs que le fournisseur nous donne et donc il faut respecter, il faut voir si nous sommes dans les valeurs qu'il faut. Et puis après, il y a le calcul de la valeur seuil. Et quand on calcule la valeur seuil, après on compare les densités optiques à la valeur seuil. Mais dans certains tests ELISA, il faut faire un rapport de la densité par rapport à la valeur seuil. Donc il y a un ratio et par rapport à ça, on va voir quelles sont les recommandations du fournisseur pour justement l'interprétation des résultats. Donc, on a dit que des tests plus récents, enfin, ils commencent quand même à devenir un peu anciens, ce sont les tests de 4e génération qui permettent la détection simultanée des anticorps anti-VIH et des antigènes anti-VIH. Je ne sais pas pourquoi je donne toujours l'exemple du VIH, mais ça peut être de l'hépatite C, antigène et anticorps. Dr Selmani vous en a parlé hier. Contrairement au VIH, pour lesquels on préconise les 4e générations, pour l'hépatite C, on préconise les 3e générations parce qu'ils donnent beaucoup de faux positifs.
Et donc, on a dit que ces tests combinés permettent la mise en évidence de l'antigène et de l'anticorps. La sensibilité, elle est élevée et ce sont les anticorps ce sont les tests qui sont, surtout pour le VIH, qui sont préconisés en transfusion sanguine parce qu'ils réduisent énormément la fenêtre sérologique. Nous avons parlé tout à l'heure, donc on a dit les tests immunoenzymatiques, c'est les tests ELISA, et les tests de chimiluminescence et les variantes de la chimie, luminescence. La chimiluminescence est une technique immunologique qui utilise la technologie microparticulaire de chimiluminescence, dite également chimiflex. Alors, les anticorps présents dans le sérum, dans ce cas, ils se lient aux antigènes spécifiques fixés sur la surface des microparticules, exactement comme pour les tests ELISA. Mais après lavage, cette combinaison, elle est mise en évidence. Contrairement au test ELISA, où c'est une enzyme, donc est mis en évidence par l'ajout d'un conjugué d'anticorps marqué à l'acridinium. Parce que cet acridinium, en présence de solution d'activation NaOH, il va émettre des photons qui seront convertis en URL, ou unités relatives de lumière, détectées par un système optique. Contrairement aux tests ELISA, les tests de chimiluminescence sont obligatoirement des tests automatisés. Parce que les tests ELISA, ça peut être une chaîne ELISA, c'est un test semi-automatisé, mais ça peut être aussi un automate ELISA. Par contre, pour la chimiluminescence, c'est obligatoirement un automate. Ça ne peut pas se faire en semi-automatique. Et le nombre d'URL est corrélé à la quantité d'anticorps présents dans le sérum, exactement comme la densité optique pour les tests ELISA qui est corrélée à la quantité d'anticorps présents dans le sérum. Alors, la lecture pour les tests de chimiluminescence et l'interprétation se fait automatiquement par un logiciel qui est intégré dans l'appareil et donc qui est bien, donc les valeurs sont rentrées, etc. Et donc, il va faire une interprétation automatique. Il procède au calcul de la valeur seuil ou du cut-off, c'est kiff-kiff, cut-off c'est valeur seuil, et au calcul du ratio sérum sur cut-off. Donc, il va avoir la valeur du sérum sur la valeur du cut-off et il va donc interpréter en positif, négatif ou douteux. Voici donc, c'est une image qui montre la phase solide qui est constituée par des particules magnétiques, qui est cotée par des auto-antigènes recombinants. Ensuite, le sérum qui contient ou ne contient pas les anticorps. Le conjugué, donc qui est un anticorps monoclonal qui est donc marqué par l'acridinium. Donc l'activation qui se fait en milieu NaOH et donc il y a un signal de chimiluminescence qui est transformé en URL et donc qui est détecté par l'appareil ou l'automate. Donc ça, c'était pour les tests immunoenzymatiques, tests ELISA ou tests de chimiluminescence qu'on peut utiliser aussi bien pour les virus que pour les bactéries. On en a beaucoup parlé pour les virus, donc les VIH, hépatite B, hépatite C. Cet après-midi, on en parlera pour la syphilis. Alors, les tests d'agglutination, j'ai dit tout à l'heure, quand on a fait, dans les deux cours, que les tests d'agglutination ne sont pas utilisés en transfusion sanguine parce que ce sont des tests qui manquent de sensibilité. Sauf le TPHA, qui est un test d'hémagglutination passive et qui est utilisé pour la syphilis. D'ailleurs, il fait partie des principales techniques utilisées pour le diagnostic de la syphilis. C'est quoi le principe du test d'hémagglutination passive? Tout simplement, l'antigène de Treponema pallidum est fixé sur une hématie ou un globule rouge. Quand on met le sérum du malade en présence de cet antigène, qui est fixé au niveau d'une qu'on met au niveau d'une microplaque, on met des antigènes. Donc les anticorps du malade vont se fixer à l'antigène qui est fixé sur l'hématie. Et donc, une réaction positive va se voir par une hémagglutination, c'est-à-dire il y a une agglutination des hématies par la présence d'anticorps et d'antigènes. Et pour le test TPHA, il y a toujours un contrôle qui nous montre
un contrôle hématie qui nous montre qu'il faut avoir une sédimentation, c'est-à-dire pas d'hémagglutination avec le test, avec le test contrôle, et ensuite on lit les hématies-tests qui se manifestent par une hémagglutination si c'est positif ou une sédimentation si c'est négatif. Donc là, vous allez le retrouver sur le cours. En général, j'ai donné comment se fait donc le test TPHA. Il se fait en 2 étapes. De toute façon, c'est qualitatif. On fait la dilution de l'échantillon toujours pour la syphilis, pour réduire justement les interférents. On fait une dilution au 1/20e et ensuite on distribue donc au niveau de 2 cupules, enfin 3 cupules. La première cupule, c'est dans laquelle on fait la dilution au 20e. La deuxième et troisième cupule, l'une c'est pour le contrôle et la deuxième c'est pour l'hématie test. Et donc on rajoute, on met quand on a fait la dilution de l'antigène, ensuite on met l'anticorps et on rajoute donc l'hématie contrôle dans la cupule hématie contrôle et l'hématie test dans la cupule hématie test. On incube et on lit au bout généralement de 45 minutes à 1 heure. Voilà donc comment se manifeste une réaction positive dans le TPHA. On voit trois situations. La première cupule, c'est que c'est une très belle agglutination, donc fortement positive. La deuxième, c'est également une belle hémagglutination, mais moins importante que la première, c'est également positif. La troisième, c'est qu'il y a une hémagglutination, mais ça veut dire que le taux d'anticorps n'est pas très élevé. C'est un voile entouré d'un cercle de cellules. C'est aussi positif, mais pas aussi positif que la première et la deuxième cupule. On peut avoir un voile moins important et donc là, c'est faiblement positif. Parfois, même souvent, il y a des boutons et des zones claires au centre. C'est-à-dire, on a l'impression que c'est une sédimentation, mais il y a une petite zone au centre. Et là, c'est équivoque. On ne sait pas si c'est positif ou si c'est négatif. On peut refaire le test, on peut faire une quantification pour voir si c'est réellement positif ou pas. Par contre, une réaction négative se manifeste par une sédimentation, c'est-à-dire que les globules rouges vont sédimenter au fond de la cupule en formant un bouton bien défini, sans zone centrale, donc sans zone claire. Et dans ce cas, sans aucun problème, on dit que c'est un test négatif. Donc, ce sont les principales techniques sérologiques utilisées dans le cadre des infections qui sont transmises par le sang, mais aussi du contrôle sérologique du don de sang. La sélection médicale des donneurs de sang, on en a parlé, et le dépistage sérologique de l'infection, le dépistage obligatoire, ont leurs limites. C'est-à-dire, malgré qu'il y a une sélection médicale, malgré qu'il y a un dépistage sérologique qui a été fait, il existe toujours un risque résiduel. Et je pense que vous l'aurez compris, rien que pour le cours qu'on a fait ce matin sur l'infection VIH, on avait vu que du moment de contamination jusqu'au 10e jour, on n'a aucun marqueur virologique ni sérologique ne se voit. Donc, c'est une phase muette pour laquelle il n'y a pas de diagnostic. Et donc, c'est pour ça qu'il y a toujours un risque résiduel. Et ce risque résiduel sera fonction du taux d'incidence de l'infection présente chez le donneur de sang, plus l'incidence est élevée, plus le risque de transmission est élevé, de la fenêtre sérologique qui correspond à la phase comprise entre la contamination et la détection des marqueurs sérologiques, aussi bien antigéniques qu'anticorps, et donc pour le VIH, elle est de 10 jours. Et donc, le produit sanguin est potentiellement contaminant durant cette fenêtre sérologique. Là, j'ai répondu au moins à 3 questions que vous avez déjà posées tout à l'heure. Par exemple, les antigènes HBS ou les anticorps spécifiques de l'agent infectieux VIH ou VHC ne sont pas détectés durant la phase
durant la phase, la fenêtre sérologique, parce qu'ils ne sont pas encore apparus ou parce qu'ils se trouvent à un titre trop bas pour être détectés par les techniques usuelles. Alors, la durée de cette fenêtre sérologique a été calculée pour le virus de l'hépatite B, elle est de 56 jours, avec des intervalles compris entre 25 et 109 jours. Elle est de 66 jours, avec un intervalle compris entre 38 et 94 jours. Et elle est de 22 jours, avec un intervalle, enfin, de 6 à 38 jours. L'amélioration progressive des performances des tests utilisés laisse espérer une réduction de cette fenêtre sérologique. Mais en tout cas, on ne peut pas réduire plus que la cinétique des marqueurs virologiques et sérologiques qu'on retrouve. Donc, le risque résiduel demeure, notamment en raison de la période entre l'exposition à l'agent pathogène et le moment où les tests peuvent le détecter. Les autres sources potentielles de risque résiduel sont la mutation de l'agent pathogène, qui deviendrait indétectable par les tests actuels, comme c'est le cas du VIH1 groupe O en 1994. C'était une mutation qui a fait apparaître donc un nouveau virus, et les techniques qui étaient utilisées pour la mise en évidence des anticorps anti-VIH1 n'ont pas pu détecter ce HIV1 groupe O. Il a fallu donc améliorer les kits, les tests pour pouvoir le mettre en évidence. Aussi, les porteurs chroniques séronégatifs d'une infection, comme c'est le cas par exemple d'une hépatite B occulte pour laquelle il y a une mutation, il n'y a pas d'antigène HBS, et donc ça pourrait, si on ne recherche pas les anticorps anti-HBC, elle pourrait passer inaperçue, et donc on pourrait passer à côté d'une infection hépatite B. Alors, donc on pensait que le dépistage du génome viral c'est une nouvelle technologie qui est basée sur la biologie moléculaire, permet donc d'envisager le dépistage de génomes viraux et d'améliorer bien sûr donc d'améliorer le risque résiduel, c'est-à-dire de diminuer le risque résiduel de la transfusion sanguine, de la transmission des agents pathogènes. Donc, l'existence d'un risque résiduel viral chez les donneurs de sang a conduit donc des pays industrialisés à mettre en place le dépistage génomique viral qu'on appelle le DGV. Normalement, il permet de détecter un nombre supplémentaire de dons positifs considérés comme négatifs par les techniques sérologiques. Mais après qu'il ait été installé dans les pays industrialisés, on avait remarqué qu'effectivement, il réduisait la fenêtre sérologique, mais que ce n'était pas aussi élevé qu'on le pensait. Il réduit, mais tout dépend. On a beaucoup d'argent, on est un pays industrialisé, on peut utiliser le DGV, on accepte cette différence et on met le paquet donc, pour faire le DGV. On est un pays comme le nôtre qui ne pouvons pas se permettre d'utiliser le DGV dans tous les centres de transfusion sanguine. Eh ben, on préfère les tests sérologiques qui sont quand même moins chers, mais le DGV ne nous permet pas de réduire énormément la fenêtre sérologique. Alors, le DGV, ou le dépistage génomique viral, se fait donc par mise en évidence du génome viral, et ceci se fait par la réaction de polymérisation en chaîne, ou PCR, qui a été mise en point vers les années 80. C'est une technique qui permet d'amplifier une séquence recherchée, puisque c'est un test d'amplification génique. Il s'agit d'une réplication in vitro de séquences spécifiques d'ADN. C'est quoi la PCR? C'est une polymérisation en chaîne, tout simplement in vitro. On va répliquer le virus en spécifiant une portion bien déterminée du génome. Et donc, son principe repose sur l'utilisation de l'ADN polymérase qui va permettre la polymérisation en chaîne donc, et la détection de génome viral.
Donc, cette PCR, c'est une technique puissante, révolutionnaire, qui a révolutionné la virologie et pas mal et même en bactériaux, largement répandue, et elle est utilisée pour amplifier l'ADN et produire in vitro de grandes quantités d'une séquence d'acides nucléiques. Actuellement, donc la PCR a été supplantée par la PCR en temps réel, qui a un meilleur rendement et une plus grande sensibilité par rapport à la PCR classique. Donc l'introduction du DGV implique en transfusion sanguine, ça a été introduit il y a longtemps, implique en transfusion sanguine l'utilisation d'automates qui permettent donc de traiter de grandes séries dans des délais compatibles avec la libération du don. Beaucoup de laboratoires proposent des automates avec des techniques légèrement différentes. À titre d'exemple, je donne le dépistage génomique viral pour le parvovirus B19 qui serait intéressant pour les produits stables du sang car ce virus est résistant aux produits d'inactivation virale actuellement utilisés pour les produits stables. Alors, l'étude par les techniques de biologie moléculaire de nombreux panels, donc dans les pays industrialisés, comprenant des échantillons séquentiels de sujets prélevés pendant la fenêtre de pré-séroconversion, c'est-à-dire juste avant l'apparition des anticorps, a permis de montrer que le DGV réduisait, mais ne fermait pas totalement la fenêtre. Il réduit effectivement la fenêtre sérologique, mais ne la ferme pas totalement. Donc, il y a également un risque résiduel qui demeure, notamment en raison de la période entre l'exposition à l'agent pathogène et le moment où les tests peuvent le détecter. Et dans ce cas, c'est pas comme pour les tests sérologiques où les tests peuvent détecter l'agent pathogène, puisque là, on recherche le génome de l'agent pathogène. Cette période, elle est de 10 jours pour le VIH, elle est de 8 jours pour l'hépatite C et de 38 jours pour l'hépatite B, c'est-à-dire la réduction de la fenêtre sérologique, virologique. Le DGV n'est pas utilisé en Algérie pour le dépistage des agents pathogènes recherchés dans le cadre de la transfusion sanguine, car le bénéfice n'est pas très grand par rapport au coût du test. Il est par contre utilisé dans beaucoup de pays industrialisés. En Europe, le DGV est systématique depuis 1999 en Allemagne et au Luxembourg pour les 3 virus VHB, VHC et le VIH1. Aux Pays-Bas pour le VHC et le VIH1 et en France depuis 2000. Le DGV est pratiqué en routine aux États-Unis depuis mars 1999, même si la mesure n'est pas réglementaire chez eux. Donc, on aurait compris qu'aucun test de laboratoire n'est sensible à 100%, malgré les améliorations apportées aux tests de dépistage des infections virales. Donc, il n'y a pas de réduction, il y a une réduction de la fenêtre sérologique, mais il n'y a pas de risque zéro. Et c'est pour ça que je dis que la sélection médicale est un élément supplémentaire pour éliminer du don tout ce qui pourrait être susceptible de présenter des agents pathogènes qui pourraient être transmis lors d'une transfusion ou lors d'un don de sang. Voilà, donc le 3e cours de la matinée est terminé. Je vous remercie pour votre patience et donc de m'avoir supporté autant de temps. Et donc, on va donner quelques minutes pour des questions si vous en avez. Non, j'en vois pas parler, mais... Alors, c'est gentil. Alors, concernant la question, la SARS-CoV-2, le risque de contamination du sang par le SARS-CoV-2.
Le DGV devra-t-il à l'avenir être introduit dans les panels des tests obligatoires du contrôle des poches de sang dans les CTS? C'est une très bonne question parce que vous avez su mettre le doigt sur le plus important. Vous avez dit risque de contamination par le sang, mais aussi est-ce qu'il pourrait faire partie des tests obligatoires? Parce que je sais que vous avez pensé que comme c'est une pandémie, il y a beaucoup de coronavirus et est-ce que ça pourrait être rendu obligatoire? Je ne peux pas vous répondre parce que nous n'avons pas suffisamment de recul. Ce que je peux vous dire que oui, on a remarqué qu'il pourrait y avoir donc une transmission par le sang, mais elle n'a pas encore été observée. Est-ce que ça va devenir une recherche obligatoire? L'avenir nous le dira. On ne sait pas si réellement la transmission par le sang elle est importante ou pas. Donc, je pense que c'est un peu prématuré. C'est une très bonne question, mais c'est prématuré pour une réponse définitive. L'avenir nous le dira et on verra si, dans ce cas, le don de sang sera réduit, hein, vu l'ampleur de la pandémie à Covid-19. Hein. Alors, CHU Tlemcen et dit, s'il vous plaît, plus d'explications pour l'ELISA indirect. Il n'y a pas plus simple. Vous avez un antigène au niveau de votre cupule, vous avez l'anticorps au niveau du sérum et vous avez un conjugué qui est constitué par un anti-anticorps. C'est pour ça qu'on dit c'est une anti-immunoglobuline humaine. Généralement, le conjugué, il est produit comment? On injecte l'anticorps humain, l'anticorps anti-VIH par exemple, on l'injecte à une souris ou à une chèvre qui va considérer cet anticorps comme si c'était un antigène, elle va produire un anti-anticorps. Et donc, cet anti-anticorps, on va le coupler à l'enzyme et on va l'utiliser dans le cadre de l'ELISA indirect. Donc, ELISA indirect, antigène de la cupule, anticorps du malade, anti-anticorps ou anti-immunoglobuline humaine marqué par l'enzyme. C'est aussi simple que ça. Est-ce que c'est valable de travailler avec un kit HIV? Ne mentionne pas. Je n'ai pas compris. Galaxy M30, expliquez plus votre question, je n'ai pas compris. Alors, EPH Ravata, la différence entre cutoff et pas ratio, mais ratio. Cutoff, c'est la valeur seuil. Donc, on calcule la valeur seuil. On nous dit, par exemple, c'est le témoin négatif plus 0,2. Ça nous donne la valeur seuil. Par exemple, le ratio, c'est la valeur seuil, la densité optique ou la densité optique du sérum sur le cutoff. Comment on dit en arabe le ratio? Le ratio, c'est une division de la densité optique du sérum sur la valeur seuil. C'est ça le ratio. Et tout dépend des techniques. C'est le fournisseur qui détermine si l'interprétation se fait par rapport à la valeur seuil ou elle se fait par rapport au ratio. Ratio, c'est une division, densité optique du sérum sur la valeur seuil du kit. Les médecins abusent des demandes de sang. Oui, je suis d'accord. Galaxy A10, même avec tous ces risques, les médecins abusent pour les demandes de sang. Ça devrait vraiment être rationalisé pour ne pas tomber déjà dans les pénuries de sang. Et le sang, vous savez, le sang, c'est un médicament. Il faut le rationaliser et l'utiliser à bon escient. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors, pour le Galaxy J7, pour le calcul, doit-on faire toujours la DO sur VS puis comparer le résultat avec le cutoff? Tout dépend de ce que nous dit le fournisseur. Moi, j'ai donné à titre d'exemple, j'ai dit ça peut être comparé à la VS au cutoff, comme ça peut être comparé, il faut calculer le ratio. Ça, c'est le fournisseur qui nous dit comment faire. Et nous, on doit respecter strictement ce que le fournisseur préconise. Alors, certaines trousses, on ne trouve pas la mention de quelle génération ils appartiennent. Comment faire dans ce cas?
C'est facile, on lit le prospectus et puis il explique et on verra si le conjugué c'est une anti-immunoglobuline humaine, c'est un test indirect. Si le conjugué c'est un antigène, c'est un test sandwich. Oui, je n'ai pas compris. Est-ce que c'est valable de travailler avec un kit HIV? Ne mentionne pas. Je n'ai pas compris. Alors, s'il vous plaît, en cas, après une fenêtre sérologie, le résultat devient négatif après un résultat douteux. Eh bien, si, par exemple, dans ce cas, on a la notion de contage, on a la notion de contamination. Donc, si on fait que c'est négatif et on refait, par exemple, 15 jours après ou c'est douteux, eh bien là, c'est possible que ce soit une primo-infection. Il faudra donner suffisamment de temps pour la recherche des anticorps, rechercher à 1 mois ou passer à la recherche de l'antigène ou à la recherche du génome. Mais en général, il y a une notion de comptage. Est-ce que c'est valable de travailler avec un kit HIV? Ne mentionne pas quelle génération il s'agit. Oui, il ne mentionne pas obligatoirement de quelle génération il s'agit, mais dites-vous bien que tous les tests que vous utilisez en transfusion sanguine, ce sont des tests, ce sont des kits qui sont validés par l'Institut Pasteur. Ils sont tous contrôlés. Quand l'Institut Pasteur, par exemple, achète les kits pour les centres de transfusion sanguine, ils sont contrôlés au niveau du laboratoire national de référence et donc il n'y a aucun problème. Parfois, ils disent pas, oui, mais ils disent pas deuxième, troisième génération. Plutôt, ils disent pas troisième ou quatrième génération. Mais quand vous lisez le principe, si vous avez compris mon cours, vous saurez si c'est un test de troisième ou de quatrième génération. Est-ce que c'est un indirect ou si c'est un sandwich? Alors, une goutte de sang, combien reste-t-elle contaminante pour HBS et HIV sur paillasse ou LAN? Alors, pour l'HIV, je vous ai dit que c'est un virus qui est enveloppé, mais qui est très sensible. On met de l'eau de Javel, on laisse 15 minutes, on nettoie, il n'y a plus de problème. L'hépatite B, il faut nettoyer correctement parce que l'hépatite B, le virus est très résistant, même à des hautes températures. Donc là, il faut vraiment mettre de l'eau de Javel, laisser le temps de bien nettoyer. Il ne faut pas que le sang reste, il faut laisser le temps de contact un peu plus longtemps parce que le virus de l'hépatite B est beaucoup plus résistant que le virus de l'hépatite C et du VIH. Alors, si l'ADO est à proximité de la valeur seuil, on est dans le douteux. Il y a des fournisseurs qui proposent le calcul de la zone grise. Après, si vous êtes dans la zone grise aussi, soit vous refaites le test si vous avez un problème technique, vous pensez que vous avez mal manipulé, soit on reconvoque. Bon, pour le don de sang, là, on est en train de faire des interprétations du diagnostic, mais pour le don de sang, on élimine la poche de sang. Et après, on s'occupe du donneur pour savoir si c'est un positif ou pas. Mais dans le cadre du diagnostic, c'est-à-dire si je suis dans le laboratoire de microbiologie, je fais le diagnostic de l'infection. Bien sûr, si je suis dans une zone grise, je suis dans une zone grise, je reconvoque le patient plus tard. Il faut avoir un interrogatoire, c'est-à-dire il faut avoir une fiche de renseignement qui vous dit s'il a eu un risque ou pas, etc., pour connaître la conduite à tenir. Mais regardez les algorithmes que nous avons établis au ministère de la Santé et vous allez comprendre comment procéder. Alors, pour une plaque contaminée par le laveur, on doit refaire le lavage ou bien refaire l'examen. Je ne sais pas comment vous pouvez savoir si elle a été contaminée lors du lavage. Ce que je sais, c'est que quand on fait, par exemple, si on a un résultat qui n'est pas concordant, qui n'est pas correct pour toutes les cupules, on peut dire que c'est probablement un problème de lavage. Il faut refaire la réaction. Alors, certains laboratoires privés
وراهي اش كاين voilà. Ah oui, شوفي وحدك لا لا انت راك تتفق. En attendant, l'étude confirmant le passage est-ce que la réaction inflammatoire excessive n'a pas d'impact sur le receveur malade? Une personne Covid+, elle donne pas son sang. Hein. De toute façon, toute personne sans que ce soit le Covid, si elle a de la fièvre, elle est pas prélevée pour le don de sang. Hein. Alors, est-ce qu'on peut utiliser des kits ELISA après la date de péremption? Normalement, non. 1 mois, 2 mois, normalement, non. Surtout pour la sécurité transfusionnelle. Merci. Oui, j'espère vraiment que de toutes les façons, on avait pour habitude de faire ça c'est pour le pH, le BIOD. Moi, ça fait longtemps que je travaille, que je fais de la formation pour l'Agence nationale du sang. Et même si je suis microbiologiste, parfois je me sens dans la transfusion. On avait toujours pour habitude de faire donc la théorie et de faire la pratique l'après-midi, au moins des démonstrations, des explications, etc. J'espère que cette crise sanitaire va passer et qu'on pourra donc reprendre le cours de notre travail quotidien, de notre travail comme pour l'habitude. Alors, pour les résultats positifs, ils seront confirmés au niveau de l'Institut Pasteur. Pas obligatoirement. Vous savez, moi, j'étais à l'hôpital Qatar, je faisais le Western Blot, je confirmais mes sérums moi-même, mais je les envoie à l'Institut Pasteur parce que c'est lui qui permet la notification des cas au ministère de la Santé. Est-ce que la charge virale diminue si on conserve le sérum durant 2 ou 3 jours avant de réaliser le test? Non. Non, si on a fait la centrifugation au maximum 6 heures après le prélèvement. Il ne faut pas laisser le sang tel quel, il faut centrifuger en moins de 6 heures. Après, on peut conserver le plasma dans le réfrigérateur pour le faire le lendemain ou après. Alors, algorithme de la poche pour HIV, HCV, antigène HBS, je vous ai dit, test de dépistage positif, on élimine la poche de sang, elle va à l'incinération, négatif, on libère la poche de sang. Oui, on peut congeler les plasmas avant de les envoyer à l'IPA pour charge virale. Seulement, s'ils restent longtemps, s'ils restent pas longtemps, il vaut mieux les envoyer à +4. Est-ce que l'utilisation d'eau de javel sur les paillasses peuvent contaminer la chaîne ELISA? Bien sûr, si vous les mettez à côté, si vous faites pas attention. De toutes les façons, nous, on peut pas se passer de l'eau de javel parce que ce ne sont pas tous les centres ou tous les laboratoires qui ont des désinfectants de paillasses et des sols. La chaîne ELISA, il faut jamais mettre de l'eau de javel. Et quand on nettoie les paillasses, il faut savoir les nettoyer sans qu'il y ait de projection d'eau de javel. Pour PGN 605, il faut demander ça à l'Agence nationale du sang pour vous faire une formation sur la législation transfusionnelle. Vous avez tout à fait raison. J'espère que ça va se faire dans l'avenir, Inch'Allah. Alors, pour un test TPHA équivoque, est-ce qu'on doit faire une technique d'absorption? Si vous avez le contrôle hématie est agglutiné, oui. Mais si le contrôle hématie, il est bon et qu'il est équivoque, il faut le reconvoquer.
Il faut essayer de faire un titrage, enfin, mais pas en transfusion, dans le cadre du diagnostic. Alors, certains laboratoires privés utilisent les TROD pour les sérologies. Si ce n'est pas pour la transfusion sanguine, et je ne pense pas que les privés travaillent pour la transfusion sanguine, ils peuvent utiliser les tests rapides, mais s'ils les utilisent seuls, ils passent à côté de la primo-infection. Normalement, dans le cadre du diagnostic, je vous l'avais expliqué tout à l'heure, c'est un algorithme de diagnostic, donc c'est une combinaison de plusieurs tests, de principes différents, voire de fournisseurs différents. Obligatoire. Bien sûr, de toute façon, pour la confirmation des résultats en transfusion sanguine, c'est pour la récupération du donneur. Et donc, vous suivez l'organisation de l'Agence nationale du sang. Oui, le VIH est sensible à la lumière. De toute façon, il est sensible au milieu extérieur. C'est un virus qui est très fragile, à condition d'appliquer les mesures nécessaires pour l'éliminer. C'est aidé? Répondu. Alors, la procédure des résultats positifs des poches de sang pour la confirmation. En fait, dans la transfusion sanguine, normalement, on ne se soucie pas du diagnostic. C'est la poche de sang qui est primordiale. Seulement, moi, ayant participé à l'élaboration des algorithmes, même en transfusion sanguine, et ceci depuis 1999, le souci, c'est de récupérer le donneur. Parce que parfois, c'est des faux positifs. Et donc, pour ne pas étiqueter le donneur à tort comme étant positif, on peut envoyer pour le diagnostic, c'est juste pour récupérer le donneur. Mais en transfusion sanguine, c'est un dépistage positif, incinération, négatif, on libère la poche de sang. Alors, le titrage des résultats positifs TPHA est-il obligatoire? Obligatoire, non. Dans le cadre du diagnostic, oui, pour voir quel est le titre, mais en transfusion sanguine, non. Je pense qu'on va se quitter pour reprendre dans 1 heure, donc à 13h30, on va faire l'agent pathogène de la syphilis. Merci pour votre patience. À tout à l'heure.